Et 9h10, fin de la matinale. Je remercie Pierre-Henri Paget qui l'a réalisé ce matin et début du débat du jour, Louis Dauphren. Oui, débat qui portera toujours, évidemment, vous imaginez bien sûr. Ah bah, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité en ce moment. Le successeur du pape François quand même. On est quand même dans cette ambiance-là. Et le conclave qui va commencer dans quelques jours nous incite évidemment à porter notre regard sur cet événement qui va se dérouler bientôt. Avec nos deux intervenants ce matin, Jean-François Coulon-Desarts et le père Arnaud Alibert. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et vous, bien sûr, au bout du fil, ou plutôt au bout du mail, direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Vos points de vue, vos avis, vos questions que nous allons partager jusqu'à 10h. On ne parlera pas que du conclave, on parlera aussi des violences endémiques de Nantes à Alès, où on parlera également des déserts médicaux qui sont dans l'actualité avec une mobilisation aujourd'hui. Mais on commencera par, à tout seigneur, tout honneur, le successeur du pape François, dont on n'a pas encore évidemment le nom. Mais c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de notre discussion. Le père Arnaud Alibert représente le journal La Croix où il est rédacteur en chef. Bonjour père. Bonjour. Et Jean-François Coulon-Desarts, journaliste après une carrière dans l'audiovisuel, Jean-François, surtout. Et la presse écrite, oui. Et la presse écrite. Et des aussi. livres. Et des livres. Écoutez, bonjour. Tant qu'on y est. Oui, je crois que vous vous intéressez pas mal à l'histoire. Donc avec l'Église, écoutez, l'Église, on a un terrain d'histoire. Premier empire surtout, oui. On pourrait parler du pape, Pie VII. Ah oui, Pie VII, oui, c'est une bonne. Vous avez vu qu'il y avait une lettre qui s'était vendue très Absolument. cher, 26 000 € pour une lettre de Napoléon à Pie VII, c'est ça? Absolument, pour une virgule. Oui. C'est vous qui l'avez acheté? Malheureusement, j'aurais bien aimé. Vous savez ce qu'il y a dedans ou pas? Parce qu'il paraît oui, le Figaro, là, on a fait des tonnes là-dessus, oui, tout à fait, oui. C'est une lettre, ça a été aussi monté un petit peu en épingle, on va dire. Il y a des lettres de l'empereur qui sont quand même plus intéressantes. Bien, écoutez, on va voir si les rapports entre le politique et le religieux méritent encore beaucoup de considération. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a connu dans l'histoire des épisodes extrêmement tourmentés. Aujourd'hui, les relations sont relativement apaisées, en fait, entre l'Église et... N'est-ce pas, père Alibert, en fait? On n'imagine pas aujourd'hui qu'un pouvoir séculier emprisonne le pape, non? Ça, on ne l'envisage pas. Le fonctionnement de notre démocratie ne le permettrait pas. Mais je note quand même que c'est une des grandes tensions, et donc ça nous fait rentrer dans le sujet par, à mon avis, une bonne porte, une des grandes tensions de tous les conclaves, chaque fois qu'il a fallu choisir un pape. Deux grandes questions se posent au collège cardinaliste. La première, c'est quelle va être la relation de l'Église avec les grands empires, les grandes autorités, les grandes puissances politiques. Et on voit bien que Bergoglio, devenu François, a proposé comme chemin d'interprétation, comme réponse générale de l'Église, l'émancipation. Et en particulier, il n'a pas craint du tout de s'émanciper des États-Unis, à la fois sur le plan politique, ça n'avait échappé à personne, mais même sur le plan ecclésial, où il a quand même tenu à distance les lobbies catholiques, je parle bien à l'intérieur de l'Église, les lobbies catholiques américains. Donc ça, c'est la première grande question. Le nouveau pape, quelle réponse donnera-t-il à cette question de la relation avec les grandes puissances? Juste un point, alors que le don de Saint-Pierre, donc les donateurs américains sont très importants pour le Vatican. Donc il n'a pas hésité à s'émanciper, alors que financièrement, ils apportent beaucoup. Il a fait preuve d'une grande liberté intérieure, mais ça ne se reprendra pas. Deuxième point. La deuxième grande question, et puis après on pourra en débattre, c'est que fait-on du concile précédent? Donc ça, c'est une question qui date depuis 150 ans, depuis le concile Vatican I en 1870, qui avait été en fait interrompu par la guerre. Et pendant 150 ans, on se pose la question, mais que faisons-nous? Alors, le pape Jean XXIII avait dit, bien écoutez, le concile Vatican ne peut plus tenir, nous ouvrons un deuxième Concile du Vatican, ça fait Vatican II, et depuis Paul VI qui a dit nous continuons, puisqu'il a été élu en cours de concile. Jean-Paul II, Benoît XVI et François ont apporté une interprétation, et l'interprétation de François est celle de la synodalité. Au fond, il propose à l'Église que la synodalité soit la clé de compréhension du Concile Vatican II. Que va faire le nouveau pape? Est-ce qu'il va dire effectivement
c'est la bonne réponse. Les pères conciliaires du Concile Vatican II entre 1962 et 1965 ont voulu mettre en place la synodalité, ou ce n'était pas cela. C'est la grande question. Donc vous voyez qu'avec ces deux grands thèmes, nous avons en gros la teneur des débats et les déterminants du choix des cardinaux. Mais une précision, Père Alibert, avant que Jean-François apporte aussi sa contribution. La synodalité, c'est un mode de fonctionnement, c'est pas un contenu en soi. Oui, mais en termes de contenu, il y a une grande constante. En fait, le contenu, c'est l'évangélisation. Donc la référence à l'évangile, mettre le Christ comme pasteur, comme vrai pasteur. Donc ça ne peut pas changer. Ça ne va pas changer et chacun s'en réclame. La question, c'est la manière dont on met en œuvre cela. Et donc la synodalité, c'est une des options possibles. Alors, elle semble quand même recueillir l'assentiment du peuple catholique. C'est le moyen de faire peuple, de faire troupeau à la suite du Christ. Alors, émancipation et synodalité, 2 points soulignés par le Père Alibert. Est-ce que ça vous parle, Jean-François Coulon-Desarts ? Écoutez, je suis pas je sais pas comment on dit, vaticaniste absolument, confirmé. Mais il y a 135 cardinaux, c'est bien ça, qui vont élire le nouveau Saint-Père. Sur les 135... Après, précis, on ne sait pas s'ils seront 135 ou 134, parce voilà. qu'il y en a un qui est malade. Mais globalement, vous êtes dans la bonne fourchette. Alors, le pape en a nommé, sur ceux qui votent, le pape en a nommé 105. 108 et 105 peuvent 105 voter. qui votent, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Ils en ont 105. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que la messe n'est pas dite ? Vous me pardonnez l'expression. Est-ce que le successeur de Saint-Pierre va continuer les réformes de François, ou est-ce qu'il va aller voir, on va appuyer sur la pédale du frein pour essayer de réunifier. Il me semble que le pape a été assez clivant au sein même de l'Église. C'est passé avant. Voilà, au sein de l'Église, je ne sais pas. Je suis pas voyant, je ne suis pas dans les astres. Choisi par Benoît XVI. Oui, mais Benoît XVI, sauf que Benoît XVI avait beaucoup moins nommé, s'était beaucoup moins intéressé à sa postérité, comme Jean-Paul II, que l'a fait le pape François. Il a nommé beaucoup moins il a nommé du monde, mais y compris des cardinaux qui n'étaient pas j'allais dire, de son obédience, entre guillemets, qui n'avait pas la même vision que lui de l'Église. Or, on sera tous d'accord que François a nommé des cardinaux à sa main. En tout cas, dans sa lignée, vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il a voulu faire, c'est il a voulu faire une répartition géographique des cardinaux. Oui, mais avec des cardinaux à sa main. Et je pense que c'est un peu tordre la vérité que de dire cela, parce qu'en fait, effectivement, la géographie va dicter une façon de voir l'Église, mais ce n'était pas l'intention. Si vous voulez, je pense que l'intention du pape François, c'est pas de produire des cardinaux qui vont élire un pape qui lui ressemblera, mais bien prendre en compte cette bascule. Qui continuera c'est-à-dire qu'en fait, voie qu'il a tracée. Il a été élu, si on prend un élément simple, il a été élu dans un collège de cardinaux où il avait la moitié d'Italiens. Voilà. Et l'Italie, l'Église italienne n'est pas la moitié de l'Église mondiale. Pas cardinaux italiens, cardinaux européens, excusez-moi. Oui, parce que 53%, on est à 39 aujourd'hui. Voilà, et donc il a dit, il faut que le collège cardinaliste, le sacré collège, corresponde de plus à la réalité géohistorique de l'Église. Et donc, effectivement, il a nommé des cardinaux du bout du monde pour que ces parties-là de l'Église soient représentées. Alors, effectivement, ça donne une coloration tout à fait différente, mais je ne pense pas que c'était dans son intention. Sachant que le cardinal, en fait, qu'il représente 1000 fidèles, comme ça peut être le cas à Oulan-Bator, ou qu'il en représente 10 millions, comme ça peut être le cas dans d'autres coins, a toujours une voix. C'est toujours un cardinal, une voix. Il n'y a pas de pondération. Non, mais il faut peut-être il y a des gens qui me posaient la question, mais il n'y a pas de pondération. Voilà, il n'y a pas de pondération en fonction du nombre de personnes que l'on représente. On peut être un cardinal représentant un troupeau tout à fait minoritaire et avoir exactement le même poids qu'un autre qui sera au cœur de l'Église. En tout cas, le prochain pape devra, je pense, réunifier un peu l'Église, qui a été, par certaines décisions de François, qui a été fracturé, le mot est peut-être un peu fort, mais qui a été, on a mis un petit peu de division. Je pense aux évêques, aux cardinaux africains qui ont pris la fronde lorsque le pape a voulu bénir à l'église
faire venir à l'église les, je sais pas, sous votre contrôle, mon père, les homosexuels. Je crois que l'Afrique a été vent debout contre. Là, il y a eu des, c'est un petit peu compliqué. Il y a eu des prises de parole. Voilà, il va falloir un peu réunir tout ça. Quoi. Il est allé trop loin pour vous, Père Alibert, là-dessus? Moi, j'ai beaucoup aimé l'analyse que Jean-Paul Sagadou, un théologien burkinabé, nous a donné dans notre journal La Croix. C'est l'idée que donc l'article premier en fait des chantiers, c'est bien l'unité dans un monde éclaté. Et ce théologien nous dit, au fond, pour faire l'unité dans un monde globalisé qui finalement n'unifie qu'en apparence l'humanité, il faut que le pape intègre la pluralité des cultures. Alors ça, il a bien intégré, le pape François. Il les a fait apparaître et exister dans l'Église. Et deuxièmement, et ce que rajoute ce théologien, une forme de respect des imaginaires. Or, c'est sur cette question-là que ça a chopé. C'est-à-dire que dans l'imaginaire européen, un couple divorcé remarié ou un couple homosexuel a une place normale dans le concert de la société. Alors que en Afrique, et je dirais en Afrique subsaharienne, parce qu'il faudrait bien faire la différence, parce que les évêques d'Afrique du Nord, eux, étaient favorables à une avancée de la pratique pastorale. Bon, je ferme la parenthèse. Ce théologien nous dit que, voilà, sur un certain nombre de points, donc, comme celui-là, l'imaginaire africain n'est pas au diapason de l'imaginaire européen. Donc, il va falloir que le nouveau pape puisse aussi jouer sur ces déclivités qu'il y a, qui sont extrêmement complexes et fines, finalement. C'est du point de croix. Voilà, c'est du point de croix. Et donc, je trouve que la formule est très bonne. Et donc, il faut une forme de génie pastoral. Et puis pourquoi ne pas le dire? Mais est-ce que ça répondait aux commandes? Est-ce que ça répondait à une demande sociale? C'est-à-dire, il s'est hasardé sur un terrain peut-être un petit peu glissant. Ça répondait à une demande humanitaire. Parce que avant cette déclaration du pape, on a vu se développer des législations, en particulier en Afrique. Donc je pense que c'était quand même d'une certaine manière voulu, extrêmement répressive contre l'homosexualité, et même 3 ou 4 pays, je dis ça de mémoire, qui ont entériné le fait que c'était un crime passible de la peine de mort. Et donc, pour quelqu'un comme le pape François, qui, lui, a fait de la peine de mort un de ses combats, enfin, la lutte contre la peine de mort, un de ses combats, ce n'était pas tenable que des épiscopats locaux donnent raison à ces législations. Et pourtant, c'est la synodalité. C'est toute la difficulté de l'entreprise. Parce que si on donne du pouvoir à ces épiscopats locaux, ils devraient pouvoir statuer en conséquence dans le respect des imaginaires qui sont les leurs. C'est pour ça qu'en premier, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en premier, c'est l'évangélisation des cœurs et des consciences. Jean-François Coulon-Desarques, comment est-ce que vous voyez un peu ce conclave? Je vous pose la question parce que vous avez un regard un petit peu extérieur quand même, Jean-François. J'ai un regard tout à fait extérieur, c'est intéressant. Ça, je le reconnais. J'ai vu le film. Conclave. Voilà. C'est peut-être intéressant de s'y attarder. C'est un film formidable parce que je crois que le réalisateur, on voit ce conclave, on voit la chapelle Sixtine reconstituée, on sait exactement comment ça se passe, que les gens n'ont jamais vu finalement, parce qu'on voit les cardinaux à la télévision entrer, les portes se ferment, tout le monde dehors en latin. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Là, c'est vraiment un très bon film. Peut-être que la fin est... bon. Ne la racontez pas. Non, je ne veux pas la raconter. C'est une fiction. C'est une fiction. Mais il faut prendre ça sur... Voilà, on accepte la fiction. Mais c'est une fiction extrêmement bien documentée. Ça donne... je parle aussi sous votre contrôle, mon père, mais les votes, etc. On voit tout là. C'est très bien fait, de ce point de vue-là. C'est vraiment très très bien fait. Donc, allez voir Conclave. Ce que l'on dit peut-être assez peu, c'est que le Combien cardinal... de temps ça va durer? On n'en sait rien. Ah bah non. Alors voilà. 3 jours comme au-delà de 3 jours, on se dirait ils ont du mal à se mettre d'accord. Écoutez, donc moi je vais pas lire dans le café, mais je vais vous dire mon interprétation et voilà, donc je prends date devant les auditeurs de RCF et Radio Notre-Dame. Je pense que que dans la semaine qui s'ouvre, ils vont décider quel est le grand dossier. Est-ce que c'est la géopolitique du monde, qui est un monde éclaté, qui est un monde en guerre? Donc le pape François disait la guerre mondiale par morceaux, mais là ça devient des gros morceaux. Donc je rappelle qu'il y a aujourd'hui en fait une tension extrêmement préoccupante entre l'Inde et le Pakistan. C'est pas chez nous, mais ça pourrait déboucher sur un incident nucléaire. Ça serait pas étonnant. Donc on est dans un monde extrêmement éclaté. Donc est-ce que c'est ça la question première, ou
est-ce que... donc, ça voudrait dire un pape diplomate, et à ce moment-là, le cardinal Parolin ou les cardinaux les plus connus comme étant des diplomates vont émerger, et le choix va être assez vite fait. Ou alors, la question, c'est nous devons consolider notre façon de faire Église, récupérer l'héritage bergolien sur la synodalité et voir quel est le pas d'après, quelle est la place des femmes, quelle est la question de la ministérialité, etc. Donc un pape héritier. Un pape héritier, mais je veux dire ecclésiologue, un pape qui a conscience que le moment à vivre, c'est un moment où l'Église va se réinventer. Et alors, à ce moment-là, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué, et donc ça va un petit peu durer. Globalement, un pape français. Pour ça, je n'y crois pas. Mais pour vous dire franchement, si la fumée blanche arrive dès le deuxième jour au matin, je pense qu'ils vont nous sortir, que ça sera le cardinal Parolin qui arrivera à la tribune ou un autre, notre diplomate. Si ça dure un peu, ça veut dire que les questions sont plus compliquées, qu'ils essaient de trouver la bonne personne pour incarner ce désir d'unité dans une grande diversité. Est-ce que le pape... Jean-François Coulon-Desarts. Oui, est-ce que le pape François avait réussi à mettre au pas la curie ? C'est une question qu'on peut se poser, parce que le train de vie des cardinaux irritait, c'est le mot qu'on puisse dire, François. Alors, mettre au pas, c'est pas son... Il a fait autre chose, qui n'était pas plus agréable pour eux, même presque pire. Il les a contournés dès qu'il a pu, et à la fin, on peut dire à peu près en permanence. J'exagère un tout petit peu, mais globalement... Enfin, il a réduit leur train de vie quand même. Alors, il a réduit leur train de vie, parce que un certain nombre de cardinaux, il leur a dit, quand le mandat est fini, vous quittez Rome. Certains n'ont pas quitté Rome parce ils ont eu des soutiens. Mais le train de vie, globalement, le train de vie de l'Église a diminué parce que le budget a diminué. Donc ça, c'est un élément. Mais je pense que ce dont se souviendra la Curie, et je pense que c'est aussi un des éléments de discussion dans les couloirs aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continue à avoir un pape qui tape sur la Curie et qui la contourne pour faire vivre sa vision, ou est-ce que la Curie redevient un organe vital d'organisation de l'Église, ce que de fait ça l'a été, parce qu'en fait les dicastères ont fonctionné, mais pas de la même manière. En fait, peut-être qu'il faut remettre le curseur, et le pape Bergoglio, qui lui avait été président de la conférence des évêques d'Argentine, avait beaucoup souffert d'un modèle, d'un fonctionnement centralisateur de la Curie. Donc il a fait exploser le modèle. La question est savoir est-ce que son prédécesseur va inventer un nouveau modèle. Son successeur Va inventer un nouveau modèle. Je pense que de toute façon c'est la fatalité, c'est le moment où il va revenir au modèle ancien, auquel cas il y aura des problèmes. Oui, il faut aussi peut-être une petite précision, c'est que certes le conclave s'ouvre le 7 mai, mais il a commencé à la mort du pape, et surtout ces cardinaux qui viennent à Rome, qui arrivent à Rome, ils sont tous là maintenant, ne se connaissent pas pour la plupart. Ils font connaissance. Là, alors, les électeurs, oui. Voilà, les électeurs, je parle, bien sûr. Aujourd'hui, ils font connaissance. Ils ne se connaissent pas. Ils sont au bout du monde, chacun. Certains ne se connaissent pas. Les 135 électeurs sont, si j'ose dire, noyés dans le groupe de 250. C'est-à-dire qu'il y a en plus 120 non-électeurs qui, eux, se connaissent. Oui. Donc, il y a une forme de communion, de fraternité qui est en train de se faire vivre, et donc sans doute que ça accélère un peu la communion entre eux. Jean-François Coulon-Desarts, Père Arnaud Alibert. On va se retrouver dans quelques instants après les informations qui vous sont présentées à 9h30 par Cécile Mérieux. À tout de suite. Je pense, donc j'agis, Melchior Gormand. Ce mardi dans Je pense, donc j'agis avec Stéphanie Gallet, on regarde dans le rétroviseur pour se pencher sur quelques sujets de l'actualité écologie du mois d'avril en compagnie de nos observateurs et de nos experts. Rendez-vous dès 10h. Les Reds de Liverpool et leur 12e homme. Défait. Les Villains de Birmingham et leur cage fortifiée. Vaincu. Désormais, cap sur Londres pour poursuivre la conquête. De l'Angleterre? Non, de l'Europe. Ce soir, soirée spéciale, demi-finale allée de l'UEFA Champions League sur Canal+ Foot. Rendez-vous dès 19h15 pour l'avant-match avec le Canal Champions Club, suivi du choc Arsenal-Paris-SG à 21h. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. L'émission Le Génie du Christianisme vous propose d'évoquer chaque semaine
un aspect de ce génie du christianisme, religion de l'incarnation qui nous offre une civilisation marquée par la recherche et la conquête du vrai, du beau et du bien, et ce dans tous les domaines, culturel, artistique, philosophique, social, économique et politique, et bien sûr religieux. Le génie du christianisme, tous les lundis à 14h et le vendredi à 18h30. – 9h30, c'est l'heure des infos avec Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour, la loi narcotrafic est en passe d'aboutir. La réforme a déjà été approuvée hier à l'unanimité par le Sénat, malgré l'abstention des écologistes. Ultime vote à 16h30 de l'Assemblée nationale. Elle devrait le valider largement, seuls les élus de la France insoumise y étant opposés. Loi sur la fin de vie. La Commission des affaires sociales a approuvé hier l'article définissant les critères ouvrant le droit pour les malades à recourir à l'aide à mourir. Ainsi, il faut être adulte, résider en France, atteint d'une affection grave et incurable qui provoque une souffrance physique ou psychologique et être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. À l'international, près de 99% des foyers espagnols et portugais ont retrouvé l'électricité ce matin. Pendant de très longues heures, une coupure d'origine inconnue a semé le chaos dans toute la péninsule ibérique. Dans les transports, métro fermés, bus saturés, trains bloqués et près de 350 vols annulés. La connexion Internet également interrompue. Volodymyr Zelensky dénonce une tentative de manipulation de la part de Vladimir Poutine après sa proposition de cesser le feu en Ukraine entre le 8 et le 10 mai. Trop tard pour Kiev qui propose à Moscou d'instaurer un cessez-le-feu immédiat, global et inconditionnel d'au moins 30 jours. Au Canada, Mark Carney est donné vainqueur, désigné pour le poste de Premier ministre. Son parti libéral a remporté hier les législatives canadiennes, selon les projections des médias locaux, après une campagne centrée sur les menaces du président américain Donald Trump contre le Canada. Et enfin, les cardinaux réunis à Rome ont fixé au 7 mai la date du début du conclave. Ils seront donc chargés d'élire le successeur du pape François. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. On va laisser les cardinaux à leur conciliabule et autres échanges pour aller sur le terrain de l'actualité française avec une mobilisation des médecins aujourd'hui après les annonces de François Bayrou sur les déserts médicaux. C'est une nouvelle montée en température dans la santé avec des médecins donc qui se mobilisent. Grève dès lundi, manifestation donc mardi contre une proposition de loi de régulation d'installation de leur profession. C'est un texte de Guillaume Garot, PS, dont l'article phare a été adopté début avril par l'Assemblée. Le texte prône une régulation des installations en faveur des déserts médicaux. Donc il s'agit d'imposer en quelque sorte, de mettre à mal l'attractivité. Alors, c'est ce que disent les médecins. Ils disent que cela mettra à mal l'attractivité de la médecine libérale, aujourd'hui le premier rempart du système de santé. Quel est l'enjeu de cette question qui n'est pas nouvelle, parce que les déserts médicaux, ce n'est pas nouveau qu'on en parle, Jean-François Coulon-Desarts. Et là, est-ce que le gouvernement essaie enfin de trouver un système de régulation qui vous semble pertinent ? Pertinent, certainement pas. 1000 fois contre. Est-ce qu'on veut une médecine d'État ? On veut transformer les médecins en fonctionnaires ? J'allais dire, il faudrait. C'est un petit peu le cas. C'est quand même beaucoup administré. Il faudrait pas. Oui, mais c'est trop administré. Il faudrait pas que il faut pas décourager les vocations. Et le gouvernement essaie de rattraper en fait l'incurie de ses prédécesseurs avec le numerus clausus qui a bloqué cette profession pendant des années. Alors certes, on l'a libéré là, mais pour faire un médecin, il faut 10 ans. Donc, et puis les contraintes administratives qui pèsent sur les médecins sont absolument, c'est-à-dire que les médecins font la moitié de médecine, la moitié de paperasse. Donc ils veulent faire de la médecine. Laissez-leur faire de la médecine. Et être médecin, c'est une vocation. Alors vous allez me dire, oui, il y a ceux qui font du botox à 300 € les 10 minutes. Mais heureusement, c'est une minorité. Mais ça doit être une vocation, la médecine. C'est pas un métier c'est un métier, c'est pas une profession comme les autres. Mais cette vocation vous amène aussi à soulager les plus pauvres. Oui, absolument. Ou les moins nantis. On peut, alors que tout le monde se concentre en ville, etc. Ou alors à ce moment-là, on n'a qu'à faire comme les pharmaciens. Vous pouvez pas ouvrir une pharmacie. C'est le Conseil de l'ordre qui donne le droit d'ouvrir une pharmacie en fonction du nombre d'habitants.
Vous voyez, donc à ce moment-là, on a des pharmacies dans tout le territoire. Et pourquoi ça ne serait pas le cas pour les médecins ? C'est bien fichu. Parce que c'est bien fichu, comme vous venez de dire. Oui, donc c'est pareil aussi pour d'autres professions de santé, comme les kinés. Donc oui, quel est l'argument on n'oblige pas. On a une médecine étatique à ce moment-là. On dit voilà, vous faites vos études. On peut pas dire que les pharmaciens et les kinés soient étatiques, non ? Oui, mais ils achètent où ils veulent. On les impose pas. On leur impose pas d'acheter là ou là. Ils achètent une pharmacie ou ils créent une pharmacie selon le nombre. Un pharmacien vend sa pharmacie parce qu'il n'est pas dans la retraite. Vous pouvez l'acheter à Angoulême, à Toulouse, à Paris, où vous voulez. Si vous voulez la créer, ça dépend du bassin de population. Oui. Soit le bassin de population a augmenté, à ce moment vous pouvez faire une création et vous installer. Voilà. Mais pour les médecins, c'est pas du tout pareil. Vous ne rachetez pas, on rachète plus de cabinets. C'est terminé tout ça. Et je suis absolument contre cette proposition où les médecins vont être traités comme des fonctionnaires. Je suis désolé, c'est pas le. Parce que les pharmaciens sont traités comme des fonctionnaires pour vous ? Non, mais les pharmaciens, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ne confondez pas. Moi, je vais vous donner ma position. Alors maintenant, je finis, si vous permettez, mon père, que les maires attirent les médecins dans leur région, dans leur ville, etc., en leur proposant des avantages. Parce que à longueur de reportage, on voit ça à la télévision, on offre le cabinet, on offre pas de taxes, on offre l'appartement, on offre, etc. Et ça séduit des jeunes. Mais si on continue là-dedans, qu'est-ce qui va se passer ? Plus personne va faire médecine. C'est une grosse responsabilité, médecine. C'est compliqué. Aller à l'hôpital. Vous savez quand est-ce que la médecine a très très bien marché ? C'est pendant le Covid. Vous savez pourquoi, mon père ? C'est très simple. Parce que les soignants, les médecins ont repris le pouvoir à l'hôpital. On transformait des lits de gériatrie en lits Covid en 24 heures. Et j'ai été très frappé par je ne sais plus quel professeur de médecine aux 20 heures de TF1 ou de la 2, expliquant que ça faisait 30 ans qu'il dirigeait son service. Il y a 30 ans, quand il voulait l'améliorer, il allait voir le directeur. En 2 heures de discussion, c'était fait. Aujourd'hui, il disait, maintenant, il faut 9 réunions, ça prend 1 an, et je suis pas sûr d'y arriver. Donc, redonnons justement un peu le pouvoir au corps médical. Et arrêtons ça qu'à l'hôpital, vous avez un médecin, les soignants, un soignant en première ligne, et vous avez 7 administratifs derrière. On va où ? C'est quoi ce pays ? Donc, le père Arnaud Alibert va répondre. Il y a en fait deux grandes questions derrière cette question des déserts médicaux. La première, c'est que l'économie de la santé est une fausse économie libérale. C'est-à-dire que on dirait une économie libérale si on s'installe où on veut, les gens viennent, les gens ne viennent pas, etc. Or, c'est une fausse économie libérale parce qu'en fait, c'est une prestation dans l'acte lui-même quasi gratuite. C'est-à-dire que c'est complètement le paiement est socialisé, ce qui fait que celui qui paye, à savoir nous, donc représentés par l'État et puis les corps intermédiaires, etc. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la gestion de l'assurance maladie, est fondé à dire écoutez, nous payons, donc on va peut-être un peu regarder ce qu'on paye et comment on veut organiser les choses. Ça, c'est le premier élément. Il faut accepter une régulation qui n'aurait pas lieu d'être avec les boulangers ou les garagistes où il n'y a pas de sécurité sociale pour les voitures. Bon, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la question de l'égalité républicaine. La question que pose, la seconde question qui est posée par ce débat, c'est l'égalité de qui ? Est-ce qu'on fait l'égalité des médecins entre eux, donc ils sont tous à être égaux, donc les anciens qui se sont installés où ils voulaient, donc les nouveaux doivent bénéficier de la même liberté, donc une liberté égale par rapport aux anciens. Donc liberté d'installation. Voilà. Deuxième égalité possible, celle que revendiquent les kinés et les pharmaciens qui interpellent les médecins en disant mais nous ne nous installons pas où nous voulons, donc vous pourriez vous aussi faire ceci, c'est-à-dire ne pas vous installer où vous voulez, vous installer là où c'est possible, c'est-à-dire sur les poches de possibilités définies par l'agence de santé, en disant à tel endroit vous pouvez vous installer, à tel endroit il y a trop de médecins donc vous ne pouvez pas. Ça c'est la deuxième égalité qui se justifie tout à fait. Et la troisième égalité, et dont est comptable le gouvernement, c'est l'égalité des malades par rapport aux soins. Et vous voyez bien que si on dit en fait ce qui est premier, c'est le malade qui doit être traité, on n'est jamais traité de manière égale, mais dans des conditions similaires au creux de la Mayenne ou en région parisienne, alors il n'y a pas d'autre solution que d'obliger des médecins qui ne le voudraient pas à s'installer dans les déserts médicaux au nom de l'égalité des malades, des patients. Voilà, donc ça c'est une question,
on va dire presque de philosophie politique, et c'est pour ça que le débat il est éminemment politique, et on attend des grandes voix pour dire voilà quelle société nous voulons. Quelle société nous voulons, c'est très simple. Fabriquons des médecins. Plus vous aurez de médecins, il y aura une concurrence qui va entre eux. Ils ne s'installeront pas en ville puisqu'il n'y aura plus assez de patients entre guillemets, puis ils iront à la campagne. Tout vient du manque de médecins pendant des années. C'est tout. Et pourquoi on a régulé le manque de médecins? Parce que numerus clausus, on fait tous les arguments, tout ça pour des raisons comptables. Il ne faut pas prendre la santé sur une façon comptable. C'est une erreur. Je pense qu'on a fait beaucoup de bêtises. Les gens pensent que la santé est gratuite parce qu'ils ne payent pas le médecin, ils ne payent plus le pharmacien, etc. C'est une hérésie, c'est une vraie hérésie. La santé n'est pas gratuite. C'est une grande caisse auquel nous cotisons tous. Il fallait. Moi, j'ai une sœur pharmacien qui nous a expliqué ça. C'est dramatique le tiers payant, etc. Il faut que les gens payent, soient remboursés le lendemain pour leur montrer que la santé a un coût. La santé n'est pas gratuite. Et on a une logique comptable sur la santé. Alors, si on veut une logique comptable, pourquoi pas? Alors, à ce moment-là, la loi qui est en train d'être débattue, dont nous parlait Mademoiselle Mérieux, c'est formidable. La loi sur l'euthanasie à l'Assemblée, c'est génial. À ce moment-là, comme ça, on va supprimer les vieux. De nouveau, en fait, cette question du tiers payant repose la question de l'égalité. Il y a des personnes pour qui débourser 150 € de médicaments dans le mois, c'est impossible. Non, attendez, mon père. Ils dépensent 150 € à 5 heures du soir, le lendemain à 8 heures, leur compte est crédité. Point final. Alors ça demande, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Bon, c'est ça qu'il faut arriver à faire. En tout cas, cette question-là, elle se pose. Il y a des personnes qui pourraient évidemment vivre ce gap, mais quand on n'a pas 150 € sur le compte, on peut pas dépenser 150, même s'il est recrédité 2 heures après. Ce n'est pas possible. Donc la question de l'accès aux soins, elle est de ce point de vue-là éminemment politique. Est-ce que ça va dissuader fondamentalement les médecins de s'engager dans cette filière, à votre avis, le fait... parce qu'en Allemagne, il me semblait qu'en Allemagne, c'était régulé de manière un peu comme vous l'avez décrit, c'est-à-dire, il y a des poches de possibilités, on vous dit, vous pouvez aller là, que c'est assez régulé en Allemagne. J'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de mobilisation, particulière. On constate pas une baisse des vocations de kinés, de pharmaciens, et ni de dentistes, d'ailleurs. Les dentistes aussi, ils sont soumis à cette régulation. Je pense que c'est un changement, je pense que les médecins, ça les refait. Et pourquoi ça coince en France, en fait? Parce qu'il n'y a pas assez de médecins. On est dans l'ordre de la médecins. Il faut, dans 5-7 ans, la situation va se stabiliser parce que mais on dit ça depuis très longtemps. On a ouvert le numerus clausus. Ça met du temps de former un médecin, ça on le sait. Mais oui, mais ça fait au moins 20 ans qu'on parle de cette question-là. Mais quand vous avez un numerus clausus, et là aussi sur les études de médecins, beaucoup de jeunes Français vont en Belgique. Parce que sur l'examen de première année, je ne sais plus ce qu'on a encore inventé. Bref, ils vont faire leurs études en Belgique. Et là, on est en Roumanie aussi. Voilà, et en Roumanie, absolument. Vous avez raison, mon père. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien, là, encore une fois. Là. Donc, vous êtes, vous, pour assouplir le numerus clausus? Bien sûr. Mais ils l'ont fait. Mais pas assez. C'est un assouplissement en trompe-l'œil, on va dire. La première année est aussi un coup près. Donc, il faut voir. Alors là, on reprend sur le premier point que je disais, c'est-à-dire que c'est une économie particulière, l'économie de la santé, puisque, donc, si on prend une économie normale, il y a l'offre et la demande. Voilà, on a un nombre de garagistes, on a un nombre de voitures, et donc qui exerce une demande aux garagistes en disant réparez-moi la voiture. Dans l'économie de la santé, tous les analystes, il ne s'agit pas d'être un grand expert, tous les analystes concordent sur l'idée que plus l'offre augmente, c'est-à-dire plus on a de médecins et de propositions médicales, plus la demande augmente. C'est-à-dire qu'au fond, on se dit ah ben oui. Je peux avoir un médecin, donc je vais aller le voir, et j'ai peut-être un petit bobo, et en fait, finalement, on va pouvoir le trouver, etc. Ce qui, au final, à l'échelle d'une nation, pose la question de la part de la richesse nationale consacrée à la santé, qui peut être exponentielle. C'est-à-dire que si on dit... Parce qu'on ne paye pas le médecin en allant le voir. Voilà. Payez-le, soyez remboursé le lendemain, vous allez voir que ça va descendre. Même parce qu'en fait, sur le plan macroéconomique, les dépenses de santé ne sont pas corrélées à ça. Donc, à un moment donné, il faudra dire jusqu'à quel point et quels sont les critères de discernement qu'on donne dans la population française pour dire, écoutez, il y a un certain nombre de traitements qu'il faut accepter, qu'ils soient régulés. Moi, je pense que la régulation géographique, en disant on réduit le nombre de médecins sur une pan entier du territoire pour qu'il y ait moins d'offres, c'est la pire des solutions.
Je pense que ce qu'il faudra arriver à faire, c'est d'étendre un niveau minimal de sécurité médicale partout. Et c'est ça qui sera la régulation en volume des dépenses de santé. Mais est-ce les médecins doivent aussi battre leur coup, parce qu'ils doivent aussi mieux s'organiser. Avant, moi je me souviens quand j'étais enfant, il y avait des médecins de garde. Maintenant, les trouver des médecins de garde, c'est l'hôpital direct. Avant, en ville, il y avait, comme les pharmaciens, il y a des pharmacies de garde et ainsi de suite. Les médecins devraient aussi, peut-être aussi un petit peu, je vous le conseille, mon père, balayer devant leur porte. Mais est-ce que ce n'est pas logique que les médecins veuillent s'installer aux endroits où il y a le plus de monde? C'est une manière de répondre aussi à une demande. C'est-à-dire, si vous installez autoritairement des médecins dans des endroits où il y a peu de gens, en fait, mécaniquement, ils rendent moins de services, puisqu'il y a moins de monde à l'endroit où ils sont. Oui, mais là, ça vient choquer un élément sociologique énorme, c'est que le médecin n'est pas forcément marié avec une infirmière ou une médecin. Il est marié avec une femme qui est maître de conférence à l'université, et donc il va s'installer dans une grande ville où sa femme travaille. Vous voyez, donc c'est à un moment donné... Mais ce que je veux dire, c'est logique qu'il aille dans les endroits où il y a du monde, et économiquement ça se tient aussi, puisque s'il y a du monde, il y aura une forte demande. Donc il faut beaucoup de médecins aux endroits où il y a beaucoup de monde. Oui, donc vouloir les répartir de manière égalitaire, ça paraît un peu contre-intuitif. Moi j'ai connaissance d'un témoignage qui date de la semaine d'une médecin dans l'Ain. Donc l'Ain, en étant en périphérie de Lyon, c'est quand même pas le désert de Gobi. Et il y a pourtant des villes magnifiques. Bon, cette médecin, elle a un taux horaire de travail, si vous voulez, comment dire, une emprise de son travail dans sa vie qui est en fait tellement important qu'elle est à la limite du burn-out. Elle est dans une situation où en fait ça ne peut pas durer. Voilà. Donc là concrètement, si on vient pas l'aider, en fait, il n'y aura plus de médecins du tout sur la région. Enfin, donc, il y a plus de médecins pour aider ceux qui essaient de faire. Donc là, il y a quand même un risque sanitaire majeur pour la population. Oui. C'est dans l'Eure qu'il y a le moins de médecins, paraît-il, alors qu'on n'est pas très loin de Paris. On est quand même dans l'orbite parisien. Et pour la raison que les médecins qui vont en Normandie vont s'installer. Alors là aussi, c'est l'attrait des régions côtières, vont s'installer plus un petit peu plus loin, mais pour être au bord de la mer. Non, puis il y a aussi ça suit la cartographie aussi, d'autres cartographies sur les littoraux, l'attrait des littoraux. Et puis il y a aussi, si vous voulez, tous ces jeunes gens qui ne veulent plus, dans tous les domaines, toute la jeunesse qui ne veut plus travailler 15 heures par jour et qui veut une qualité de vie, ce que veulent aussi les médecins. C'est ce que vous disiez, mon père, ils veulent plus travailler 15 heures par jour. Ils veulent bien, mais pas plus de 5 jours par semaine. Voilà. Donc il y a aussi ça avec lequel il faut jongler. Le gouvernement est hostile au projet Garot et il a allumé un contre-feu en présentant comme une alternative à la fin de la liberté d'installation un plan de lutte contre les déserts médicaux. Mais ce plan de lutte contre les déserts médicaux, je ne l'ai pas étudié dans le détail, mais 2 jours. Comment ? 2 jours. Où les médecins doivent passer 2 jours, c'est ça. etc. Mais ça, c'est la contre-proposition. Oui. Ça vous paraît pertinent ou pas, Jean-François Coulon-Desarts ? Je pense, encore une fois, pour moi, mais je fais peut-être une erreur, être médecin, c'est un métier, c'est un côté vocation aussi. C'est pas un métier comme les autres. Je veux dire, si on veut vraiment gagner beaucoup d'argent, on fait pas médecine, quoi. On est quand même confronté des professions bien payées. Oui, non, mais on ne le fait pas pour l'argent, mais c'est des professions bien payées. Et oui, vous avez raison, c'est des professions qui sont bien payées, même pour certains être payées un peu plus. Je vous rappelle que quand vous faites venir un plombier chez vous et que quand il parle le robinet fuit, c'est pas très grave. Un médecin, il a votre vie entre les mains. Donc ça devient, là, on est dans une autre dimension quand même. On peut pas comparer. Donc oui, solution bien payée. Il y a une limite à la rémunération, parce que sinon on dit en fait on va payer 1 milliard par mois à chacun des médecins parce qu'ils tiennent en main la vie des gens. Ne caricaturez pas, mon père. Vous savez très bien vous avez très bien compris ce que j'ai dit. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, mais je pense que dans l'éthique médicale, en fait, le serment d'Hippocrate, etc. Il y a donc on est dans une logique en France. Quand on regarde macroéconomiquement, il y a des jeunes médecins qui sont en difficulté, mais bon, globalement, on est dans un système qui rémunère correctement ses médecins. Enfin, on peut le dire. Et donc, je pense que c'est pas ça le. D'ailleurs, les médecins le disent. Ils disent pas, c'est pas en étant plus payés qu'on va aller s'installer dans l'heure. Voilà. Oui. Donc c'est vraiment une qualité de vie qu'ils imaginent et qu'ils veulent, etc. La vie du conjoint, les enfants, les écoles, etc. C'est tout ça qu'il faut parler. Moi, je dirais qu'il y a quand même un argument médical
qu'il faudrait avancer dans le débat, c'est celui on sait bien que la santé, en fait, c'est pas la santé d'une nation, c'est pas la somme des santé individuelles. On l'a bien vu avec le Covid. C'est-à-dire qu'on peut pas laisser des poches mal soignées, dans la mesure où, en fait, si une pathologie se développe dans ces poches-là, ça va s'étendre à d'autres. Donc, il y a aussi, il faut que les médecins aident les agences régionales de santé sont là pour ça, sont là pour détecter les signaux faibles, etc. Voilà, il faut qu'ils aident, il faut qu'ils prennent part à ce dossier-là en disant, bon, au fond, au nom de notre mission première, qui est la santé de la population, on ne peut pas laisser des parties de la population ou des régions sous-dotées. Donc là, il y a une réponse aussi purement médicale à apporter. Arnaud Alibert et Jean-François Coulon-Lézard. Je vous propose, pour les 10 minutes qui nous restent, de parler de la séquence de violence ou des 2 séquences de violence que l'on a connues tout récemment, qui se sont superposées à l'actualité pontificale. Après 2 jours et demi de cavale, le Français de 21 ans donc s'est rendu à la police italienne. C'est celui qui a avoué être le meurtrier d'Aboubacar Cissé, ce jeune Malien lardé de coups de couteau vendredi matin dans la mosquée de la petite commune gardoise de La Grand-Combe. Et puis il y a eu cette séquence nantaise aussi qui a beaucoup impressionné l'opinion dans un lycée catholique. C'est le cœur lourd et stressé que les collégiens et les lycéens du groupe scolaire de Notre-Dame de Toutes-Aides à Nantes ont repris les cours hier, aidés par un dispositif d'aide psychologique, faut-il le rappeler, 4 jours après le meurtre de cette jeune fille de 15 ans au cours d'une attaque au couteau commise par un élève. Est-ce qu'on peut essayer de tirer les leçons de ces 2 séquences? Est-ce qu'il faut les relier d'ailleurs entre elles? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut tirer un enseignement précisément, Père Alibert et Jean-François Coulon-Lézard? Est-ce qu'on est au-delà du fait divers? Est-ce qu'on est dans le fait de société? Justement, c'est la question que, oui, j'allais vous répondre de façon jésuitique par une question. Est-ce que c'est un fait divers ou un fait de société? Si on écoute, pour vous, Jean-François, si on écoute les médias, ça serait un fait de société. Les deux? Dans les 2 cas, je pense qu'en tout cas dans le cas du jeune homme qui a pu poignarder une collégienne, je crois qu'il y avait un dérèglement psychique, on va dire. J'ai pas lu qu'il était là par une idéologie quelconque, etc. Donc, c'est le cas aussi on avait dans le cas du meurtrier aussi de ce jeune Malien. Oui. Donc il faut pas tout peut-être mettre dans le même sac. Alors effectivement, à La Grand-Combe, l'extrême gauche en est emparée. Mélenchon, on a même eu la lame à l'œil, ce qui est quand même surréaliste, ça aussi. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas entendu, Monsieur Mélenchon, quand des Juifs se sont fait tuer ou quand le père Hamel s'est fait assassiner. On l'a pas vu la larme à l'œil. C'est un petit peu, c'est même très sectaire l'extrême gauche aujourd'hui en France. Je veux dire, là, dès que ça touche à la communauté musulmane, ça touche à son cœur de cible électorale. Donc on fait attention. Un pleur de circonstance pour vous? Oui, de larmes de crocodile. Père Alibert. Donc je reviens sur votre question qui est de savoir est-ce que dans quelle mesure ça fait sens au-delà de l'expérience personnelle. Moi, ce qui m'a frappé dans ces 2 affaires, parce que vous nous les présentez ensemble, c'est le fait que la violence... Vous ne l'auriez pas fait, juste, Père Alibert, vous ne l'auriez pas présenté ensemble? En fait, j'y avais pas réfléchi. Mais c'est un amalgame. C'est ça, en fait, ma crainte est d'une certaine manière, parce que je pense que ce sont des histoires qui sont individuelles, qui n'ont pas de lien entre elles, de causalité, comme dirait Aristote. En revanche, il y a un point vertigineux qui est commun aux 2, c'est que ces 2 personnes, ces deux assassins, il faut employer le bon terme, ces 2 assassins ont eu comme victime... Présumé, en fait. La présomption est assez forte. Oui, voilà, on assassiné avec une grande violence des personnes inoffensives qui n'étaient pas ni de près ni de loin dans un combat contre elles. C'est-à-dire que quand on voit l'hyperviolence entre gangs, des narcotrafiquants, quand on voit en fait donc des bavures avec ce coup ce coup de pistolet qui est donné dans une ville et qui tue un passant mais qui visait le camp adverse, on est dans un schéma qu'on déplore évidemment, mais en fait il y a 2 camps.
Mais qu'on connaît, oui. Voilà, là, on est en face de des gens. Donc, c'est ce qui est effrayant, vertigineux dans le témoignage du jeune qui a été arrêté, qui s'est rendu en Italie parce qu'il était chez son oncle et sa tante. Je pense que son oncle et sa tante lui ont dit, écoute, là, tu ne peux pas rester à la maison, il faut que tu te rendes. Mais il a dit, en fait, j'ai tué ce jeune sans raison. Sans raison. C'était pas lui que. Il ne me faisait pas de mal. Enfin, il n'a pas dit. Il n'est pas rentré dans les détails, mais on voit bien que la violence, c'est acharné, parce qu'il y a 57 coups de couteau, je crois, de mémoire. Sur la jeune fille. Voilà, ou sur le jeune malien, alors que la violence n'était pas là. C'est-à-dire qu'elle est sortie de nulle part. Et ça, c'est assez vertigineux. Est-ce qu'elle n'est pas sortie d'un jeu vidéo, finalement? Je ne peux pas vous dire. Ces jeux vidéo, les sociologues devraient se penser là-dessus. Ces gamins qui tuent à longueur de journée dans les jeux vidéo, on arrive peut-être, à force de passer des heures et des années là-dessus, à avoir le cerveau, ça devient un jeu vidéo. Mais on va vous dire, il y a des millions de gens qui font des jeux vidéo qui sont inoffensifs. Oui, bien sûr, mais... c'est ça la réponse habituelle. Oui, c'est la réponse habituelle, mais il faudrait peut-être la creuser un peu plus. Ça pose la question parce que la jeune fille était la seule, semble-t-il, dans la classe, la seule à parler à cette personne qui l'a tuée. Et la réflexion qu'on peut avoir sur comment identifier le mal, en fait, c'est-à-dire comment ça pose la question du mystère du mal quand même, Père Alibert, parce qu'on se dit ça jaillit comme ça. Regardez aux États-Unis, ça arrive fréquemment. Alors il aurait eu une arme automatique, il arrive une arme automatique et ils ont tué 15. Donc et ça, c'est le même principe. On se demande comment les parents n'ont pas pu détecter. Comment, voyez, on se pose quand même beaucoup de questions là-dessus. Comment ça a pu survenir comme une éruption, alors que peut-être qu'il y avait beaucoup de signaux faibles que personne n'a vus. Oui, en fait, vous le dites bien, ça pose la question du mal dans l'homme. Comment l'être humain, à un moment donné, pour exister, au fond, choisit de coopérer à l'œuvre du mal, alors que tout nous indique, en tout cas c'est ce que nous dit la foi chrétienne, l'homme n'est jamais mieux lui-même qu'en coopérant au bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mystère du mal. Et il y a donc... Vous voyez, ce sont des éléments de nos sociétés qui interrogent les sociologues, les psychologues, les éducateurs, mais aussi les théologiens, les grands auteurs spirituels. C'est survenu dans un enseignement catholique. Pour ce qui est de Nantes, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là? Moi, je connais pas le dossier suffisamment, mais je pense que c'est assez neutre, que ce soit dans une école catholique ou une école publique. Je pense que le phénomène du passage à l'acte est le même. En fait, je vois pas en quoi une communauté éducative. En revanche, on peut penser que des projets éducatifs éduquent ceux qui sont réceptifs à une capacité à dompter en soi le mal. Et que donc il y a quand même des stratégies éducatives qui permettent aux jeunes à grandir avec l'idée du bien beaucoup plus que d'autres stratégies. Oui, ça c'est certain. Jean-François Coulon-Desarts. La phrase de Saint-Exupéry qui disait « Mon Dieu, que faut-il dire aux hommes qui n'apprennent rien au cours des siècles ?» Oui, mais là, c'est un peu résigné quand même, non? Non, c'est pas résigné, mais bon, c'est mon père, vous avez tout à fait raison. Il y a une part de mal dans chaque être humain qui est irréductible, qu'il faut arriver à maîtriser, qu'il faut arriver. Et là, on a un peu l'impression finalement qu'elle ressort, mais il faut peut-être la nommer. Peut-être ne la nomme-t-on pas assez, en fait, cette part de mal. Je ne sais pas. Puisqu'on reste toujours à des explications psychologiques. Oui, mais. Je ne sais pas. C'est une question extrêmement... Il faudrait plus que les 3 minutes qui restent pour en débattre. Même un petit peu moins. Moi, je pense je pense qu'il faut quand même que collectivement, on relise notre histoire avec des lunettes heureuses. C'est-à-dire que si on prenons ce qui s'est passé l'été dernier avec les Jeux Olympiques, il y a de lectures. On dit c'était une parenthèse heureuse dans un océan de misère et de tristesse. Ou alors on dit mais non, en fait on est aussi capable de ça. C'est-à-dire je pense qu'aujourd'hui notre société est en attente. Ça sera d'ailleurs peut-être le rôle du pape de réveiller en elle la joie. Magnifique conclusion du Père Alibert. Oui, mais rapidement, Jean-François. Les Français pensent qu'ils vivent en enfer alors que la France est quand même le paradis. C'est quand même un des pays les plus formidables. L'antichambre du paradis, c'est ce que dit Sylvain Tesson, et il a parfaitement raison. Merci à tous les deux. Jean-François Coulon-Desarts, Père Arnaud Alibert.